Germinal d'Émile Zola. Première partie. Chapitre 1. Dans la plaine rase, sous la nuit sans étoiles, d'une obscurité et d'une épaisseur d'encre, un homme suivait seul la grande route de Marchienne à Montsou, 10 kilomètres de pavés coupant tout droit à travers les champs de betteraves. Devant lui, il ne voyait même pas le sol noir, et il n'avait la sensation de l'immense horizon plat que par les souffles du vent de mars, des rafales larges comme sur une mer glacée d'avoir balayé des lieues de marée et de terre nue. Aucune ombre d'arbre ne tachait le ciel, le pavé se déroulait avec la rectitude d'une jetée au milieu de l'embrun aveuglant des ténèbres. L'homme était parti de Marchienne vers 2 heures. Il marchait d'un pas allongé, grelottant sous le coton aminci de sa veste et de son pantalon de velours. Un petit paquet, noué dans un mouchoir à carreaux, le gênait beaucoup, et il le serrait contre ses flancs, tantôt d'un coude, tantôt de l'autre, pour glisser au fond de ses poches les 2 mains à la fois, des mains gourdes que les lanières du vent d'Est faisaient saigner. Une seule idée occupait sa tête vide d'ouvrier sans travail et sans gîte, l'espoir que le froid serait moins vif après le lever du jour. Depuis 1 heure, il avançait ainsi, lorsque sur la gauche, à 2 kilomètres de Montsou, il aperçut des feux rouges, 3 brasiers brûlant au plein air, et comme suspendus. D'abord il hésita pris de crainte, puis il ne put résister au besoin douloureux de se chauffer un instant les mains. Un chemin creux s'enfonçait, tout disparut. L'homme avait à droite une palissade, quelques murs de grosses planches fermant une voie ferrée, tandis qu'un talus d'herbe s'élevait à gauche surmonté de pignons confus d'une vision de village aux toitures basses et uniformes. Il fit environ 200 pas. Brusquement, à un coude du chemin, les feux reparurent près de lui, sans qu'il comprît davantage comment ils brûlaient si haut dans le ciel mort, pareil à des lunes fumeuses. Mais au ras du sol, un autre spectacle venait de l'arrêter. C'était une masse lourde, un tas écrasé de constructions d'où se dressait la silhouette d'une cheminée d'usine. De rares lueurs sortaient des fenêtres encrassées, 5 ou 6 lanternes tristes étaient pendues dehors à des charpentes dont le bois noirci alignait vaguement des profils de tréteaux gigantesques. Et de cette apparition fantastique, noyée de nuit et de fumée, une seule voix montait, la respiration grosse et longue d'un échappement de vapeur qu'on ne voyait point. Alors l'homme reconnut une fosse. Il fut repris de honte. À quoi bon? Il n'y aurait pas de travail. Au lieu de se diriger vers les bâtiments, il se risqua enfin à gravir le terri sur lequel brûlaient les 3 feux de houille, dans des corbeilles de fonte pour éclairer et réchauffer la besogne. Les ouvriers de la coupe à terre avaient dû travailler tard. On sortait encore les débris inutiles. Maintenant, il entendait les moulineurs pousser les trains sur les tréteaux. Il distinguait des ombres vivantes culbutant les berlines près de chaque feu. « Bonjour », dit-il en s'approchant d'une des corbeilles. Tournant le dos au brasier, le charretier était debout, un vieillard vêtu d'un tricot de laine violette, coiffé d'une casquette en poil de lapin, pendant que son cheval, un gros cheval jaune, attendait dans une immobilité de pierre qu'on eût vidé les 6 berlines montées par lui. Le manœuvre employé au culbuteur, un gaillard roux et efflanqué, ne se pressait guère, pesé sur le levier d'une main endormie. Et là-haut, le vent redoublait, une bise glaciale dont les grandes haleines régulières passaient comme des coups de feu. « Bonjour », répondit le vieux. Un silence se fit. L'homme qui se sentait regardé d'un œil méfiant dit son nom tout de suite. « Je me nomme Étienne Lantier, je suis machineur. Il n'y a pas de travail ici ?» Les flammes l'éclairaient. Il devait avoir 21 ans, très brun, joli homme, l'air fort malgré ses membres menus. Rassuré, le charretier hochait la tête. Du travail pour un machineur, non, il s'en est encore présenté 2 hier, il n'y a rien. Une rafale leur coupa la parole. Puis Étienne demanda en montrant le tas sombre des constructions au pied du terri. « C'est une fosse, n'est-ce pas ?» Le vieux cette fois ne put répondre. Un violent accès de toux l'étranglait. Enfin il cracha, et son crachat sur le sol empourpré laissa une tache noire. « Oui, une fosse, le Voreux. Tenez, le coron est tout près. »
À son tour de son bras tendu, il désignait dans la nuit le village dont le jeune homme avait deviné les toitures. Mais les 6 berlines étaient vides. Il les suivit sans un claquement de fouet, les jambes raidies par des rhumatismes. Tandis que le gros cheval jaune repartait tout seul, tiré pesamment entre les rails sous une nouvelle bourrasque qui lui hérissait le poil. Le Voreux à présent sortait du rêve. Étienne, qui s'oubliait devant le brasier à chauffer ses pauvres mains saignantes, regardait retrouver chaque partie de la fosse, le hangar goudronné de criblage, le beffroi du puits, la vaste chambre de la machine d'extraction, la tourelle carrée de la pompe d'épuisement. Cette fosse, tassée au fond d'un creux, avec ses constructions trapues de briques, dressant sa cheminée comme une corne menaçante, lui semblait avoir un air mauvais de bête goulue, accroupie là pour manger le monde. Tout en l'examinant, il songeait à lui, à son existence de vagabond, depuis 8 jours qu'il cherchait une place. Il se revoyait dans son atelier du chemin de fer, giflant son chef, chassé de l'île, chassé de partout. Le samedi, il était arrivé à Marchiennes où l'on disait qu'il y avait du travail aux forges. Et rien, ni aux forges, ni chez Sonneville. Il avait dû passer le dimanche caché sous les bois d'un chantier de charronnage dont le surveillant venait de l'expulser à 2 heures de la nuit. Rien, plus un sou, pas même une croûte. Qu'allait-il faire ainsi par les chemins, sans but, ne sachant seulement où s'abriter contre la brise? Oui, c'était bien une fosse. Les rares lanternes éclairaient le carreau. Une porte brusquement ouverte lui avait permis d'entrevoir les foyers des générateurs dans une clarté vive. Il s'expliquait jusqu'à l'échappement de la pompe, cette respiration grosse et longue, soufflant sans relâche, qui était comme l'haleine engorgée du monstre. Le manœuvre du culbuteur, gonflant le dos, n'avait pas même levé les yeux sur Étienne, et celui-ci allait ramasser son petit paquet tombé à terre lorsqu'un accès de toux annonça le retour du charretier. Lentement, on le vit sortir de l'ombre, suivi du cheval jaune qui montait 6 nouvelles berlines pleines. « Il y a des fabriques à Montsou ?» demanda le jeune homme. Le vieux cracha noir, puis répondit dans le vent. « Oh, ce ne sont pas les fabriques qui manquent. Fallait voir ça il y a 3 ou 4 ans. Tout ronflé, on ne pouvait trouver des hommes, jamais on n'avait tant gagné. Et voilà qu'on se remet à se serrer le ventre. Une vraie pitié dans le pays, on renvoie le monde, les ateliers ferment les uns après les autres. Ce n'est peut-être pas la faute de l'empereur, mais pourquoi va-t-il se battre en Amérique, sans compter que les bêtes meurent du choléra comme les gens ?» Alors, en courtes phrases, la laine coupée, tous deux continuèrent à se plaindre. Étienne racontait ses courses inutiles depuis une semaine. Il fallait donc crever de faim. Bientôt les routes seraient pleines de mendiants. Oui, disait le vieillard, ça finira par mal tourner, car il n'était pas Dieu permis de jeter tant de chrétiens à la rue. On n'a pas de la viande tous les jours. Encore, si on avait du pain. C'est vrai, si l'on avait du pain seulement. Leur voix se perdait, des bourrasques emportaient les mots dans un hurlement mélancolique. Tenez, reprit très haut le charretier en se tournant vers le midi, Montsou est là. Et de sa main tendue de nouveau, il désigna dans les ténèbres des points invisibles à mesure qu'il les nommait. Là-bas, à Montsou, la sucrerie Fauvel marchait encore, mais la sucrerie Othon venait de réduire son personnel. Il n'y avait guère que la minoterie du Tilleul et la corderie Bleuze pour les câbles de mine qui tinssent le coup. Puis, d'un geste large, il indiqua au nord toute une moitié de l'horizon. Les ateliers de construction Sonneville n'avaient pas reçu le 2/3 de leurs commandes habituelles. Sur les 3 hauts fourneaux des forges de Marchiennes, 2 seulement étaient allumés. Enfin, à la verrerie Gagebois, une grève menaçait car on parlait d'une réduction de salaire. « Je sais, répétait le jeune homme à chaque indication, j'en viens. »« Nous autres, ça va jusqu'à présent, ajouta le charretier. Les fosses ont pourtant diminué leur extraction, et regardez en face à la Victoire, il n'y a aussi que 2 batteries de fours à coque qui flambent. » Il cracha, il repartit derrière son cheval somnolent, après l'avoir attelé aux berlines vides. Maintenant, Étienne dominait le pays entier. Les ténèbres demeuraient profondes, mais la main du vieillard les avait comme emplies de grande misère que le jeune homme, inconsciemment, sentait à cette heure autour de lui, partout dans l'étendue sans bornes. N'était-ce pas un cri de famine que roulait le vent de mars au travers cette campagne nue?
Les rafales s'étaient enragées. Elles semblaient apporter la mort du travail, une disette qui tuerait beaucoup d'hommes. Et les yeux errants, il s'efforçait de percer les ombres tourmentées du désir et de la peur de voir. Tout s'anéantissait au fond de l'inconnu des nuits obscures. Il n'apercevait très loin que les hauts fourneaux et les fours à coke. Ceux-ci, des batteries de 100 cheminées, plantées obliquement, alignaient des rampes de flammes rouges. Tandis que les deux tours plus à gauche brûlaient toutes bleues en plein ciel comme des torches géantes. C'était d'une tristesse d'incendie. Il n'y avait d'autre levée d'astres à l'horizon menaçant que ces feux nocturnes des pays de la houille et du fer. « Vous êtes peut-être de la Belgique ?» reprit derrière Étienne le charretier qui était revenu. Cette fois, il n'amenait que 3 berlines. On pouvait toujours culbuter celle-ci. Un accident arrivait à la cage d'extraction, un écrou cassé allait arrêter le travail pendant un grand quart d'heure. En bas du terri, un silence s'était fait. Les moulineurs n'ébranlaient plus les tréteaux d'un roulement prolongé. On entendait seulement sortir de la fosse le bruit lointain d'un marteau tapant sur de la tôle. « Non, je suis du Midi, » répondit le jeune homme. Le manœuvre, après avoir vidé les berlines, s'était assis à terre, heureux de l'accident, et il gardait sa sauvagerie muette. Il avait simplement levé de gros yeux éteints sur le charretier, comme gêné par tant de paroles. Ce dernier, en effet, n'en disait pas si long d'habitude. Il fallait que le visage de l'inconnu lui convînt et qu'il fût pris d'une de ces démangeaisons de confidence qui font parfois causer les vieilles gens tout seuls à haute voix. « Moi, dit-il, je suis de Montsou. Je m'appelle Bonnemort. »« C'est un surnom ?» demanda Étienne étonné. Le vieux eut un ricanement d'aise et montrant le voreux. « Oui, oui, on m'a retiré 3 fois de là-dedans en morceaux, une fois avec tout le poil roussi, une autre avec de la terre jusque dans le gésier, la 3e avec le ventre gonflé d'eau comme une grenouille. Alors quand ils ont vu que je ne voulais pas crever, ils m'ont appelé Bonnemort pour rire. » Sa gaieté redoubla, un grincement de poulie mal graissée qui finit par dégénérer en un accès terrible de toux. La corbeille de feu, maintenant éclairée en plein sa grosse tête aux cheveux blancs et rares, à la face plate, d'une pâleur livide, maculée de taches bleuâtres. Il était petit, le cou énorme, les mollets et les talons en dehors, avec de longs bras dont les mains carrées tombaient à ses genoux. Du reste, comme son cheval qui demeurait immobile sur les pieds, sans paraître souffrir du vent, il semblait en pierre. Il n'avait l'air de se douter ni du froid ni des bourrasques sifflant à ses oreilles. Quand il eut toussé, la gorge arrachée par un raclement profond, il cracha au pied de la corbeille et la terre noircit. Étienne le regardait le sol qu'il tachait de la sorte. « Il y a longtemps, reprit-il, que vous travaillez à la mine ?» Bonnemort ouvrit tout grand les 2 bras. « Longtemps? Ah oui, je n'avais pas 8 ans lorsque je suis descendu, tenez, juste dans le Voreux, et j'en ai 58 à cette heure, calculez un peu. J'ai tout fait là-dedans. Galibot d'abord, puis Herscheur, quand j'ai eu la force de rouler, puis haveur pendant 18 ans. Ensuite, à cause de mes sacrées jambes, ils m'ont mis de la coupe à terre, remblayeur, raccommodeur, jusqu'au moment où il leur a fallu me sortir du fond, parce que le médecin disait que j'allais y rester. Alors il y a 5 années de cela, ils m'ont fait charretier. C'est joli, hein, 50 ans de mine, dont 45 au fond. » Tandis qu'il parlait, des morceaux de houille enflammée qui par moments tombaient de la corbeille allumaient sa face blême d'un reflet sanglant. « Ils me disent de me reposer, continua-t-il. Moi je ne veux pas, ils me croient trop bête. J'irai bien 2 années jusqu'à ma 60aine pour avoir la pension de 180 francs. Si je leur souhaitais le bonsoir aujourd'hui, ils m'accorderaient tout de suite celle de 150. Ils sont malins, les bougres. D'ailleurs, je suis solide à part les jambes. C'est, voyez-vous, l'eau qui m'est entrée sous la peau, à force d'être arrosée dans les tailles. Il y a des jours où je ne peux pas remuer une patte sans crier. » Une crise de toux l'interrompit encore. « Et ça vous fait tousser aussi ?» dit Étienne. Mais il répondit non de la tête, puis quand il put parler. « Non, non, je me suis enrhumé l'autre mois. Jamais je ne toussais. À présent, je peux plus m'en débarrasser. Et le drôle, c'est que je crache. Un raclement monta de sa gorge. Il cracha noir. « Est-ce que c'est du sang ?» demanda Étienne, osant enfin le questionner. Lentement,
Bonnemort s'essuyait la bouche d'un revers de main. C'est du charbon, j'en ai dans la carcasse de quoi me chauffer jusqu'à la fin de mes jours. Et voilà 5 ans que je ne remets pas les pieds au fond. J'avais ça en magasin, paraît-il, sans même m'en douter. Bof, ça conserve. Il y eut un silence. Le marteau lointain battait à coups réguliers dans la fosse. Le vent passait avec sa plainte comme un cri de faim et de lassitude venu des profondeurs de la nuit. Devant les flammes qui s'effaraient, le vieux continuait plus bas, remâchant des souvenirs. Ah, bien sûr, ce n'était pas d'hier que lui et les siens tapaient à la veine. La famille travaillait pour la compagnie des mines de Montsou depuis la création. Et cela datait de loin, il y avait déjà 106 ans. Son aïeul, Guillaume Maheu, un gamin de 15 ans alors, avait trouvé le charbon gras à Réquillart, la première fosse de la compagnie, une vieille fosse aujourd'hui abandonnée, là-bas près de la sucrerie Fauvel. Tout le pays le savait, à preuve que la veine découverte s'appelait la veine Guillaume, du prénom de son grand-père. Il ne l'avait pas connu, un gros à ce qu'on racontait, très fort, mort de vieillesse à 60 ans. Puis son père, Nicolas Maheu, dit le Rouge, âgé de 40 ans à peine, était resté dans le Voreux, que l'on fonçait en ce temps-là. Un éboulement, un aplatissement complet, le sang bu et les eaux avalées par les roches. 2 de ses oncles et ses 3 frères, plus tard, y avaient aussi laissé leur peau. Lui, Vincent Maheu, qui en était sorti à peu près entier, les jambes mâles d'aplomb seulement, passait pour un malin. Quoi faire d'ailleurs? Il fallait travailler. On faisait ça de père en fils, comme on aurait fait autre chose. Son fils, Toussaint Maheu, y crevait maintenant, et ses petits-fils et tout son monde qui logeait en face dans le coron. 106 ans d'abattage, les mioches après les vieux pour le même patron. Beaucoup de bourgeois n'auraient pas su dire si bien leur histoire. Encore, lorsqu'on mange, murmura Étienne. C'est ce que je dis, tant qu'on a du pain à manger, on peut vivre. Bonnemort se tut, les yeux tournés vers le coron où des lueurs s'allumaient une à une. 4 heures sonnaient au clocher de Montsou, le froid devenait plus vif. « Et elle est riche, votre compagnie ?» reprit Étienne. Le vieux haussa les épaules, puis les laissa retomber comme accablé sous un écroulement déçu. « Ah oui, oui, pas aussi riche peut-être que sa voisine, la compagnie d'Anzin, mais des millions et des millions tout de même, on ne compte plus. 19 fosses, dont 13 pour l'exploitation. Le Voreux, la Victoire, Crèvecoeur, Mirou, Saint-Thomas, Madeleine, Feutry-Cantel, d'autres encore, et 6 pour l'épuisement ou l'aérage comme Réquillart. 10 000 ouvriers, des concessions qui s'étendent sur 67 communes, une extraction de 5 000 tonnes par jour, un chemin de fer reliant toutes les fosses et des ateliers et des fabriques. Ah oui, 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 il y en a de l'argent. Un roulement de berline sur les tréteaux fit dresser les oreilles du gros cheval jaune. En bas, la cage devait être réparée, les moulineurs avaient repris leur besogne. Pendant qu'il attelait sa bête pour redescendre, le charretier ajouta doucement en s'adressant à elle. « Faut pas t'habituer à bavarder, fichu paresseux, si monsieur Hennebeau savait à quoi tu perds le temps. » Étienne songeur regardait la nuit. Il demanda. « Alors, c'est à monsieur Hennebeau la mine ?» « Non, expliqua le vieux, monsieur Hennebeau n'est que le directeur général, il est payé comme nous. » D'un geste, le jeune homme montra l'immensité des ténèbres. « À qui est-ce donc tout ça ?» Mais Bonnemort resta un instant suffoqué par une nouvelle crise, d'une telle violence qu'il ne pouvait reprendre haleine. Enfin, quand il eut craché et essuyé l'écume noire de ses lèvres, il dit dans le vent qui redoublait. « Hein? À qui tout ça? On n'en sait rien. À des gens. » Et de la main il désignait dans l'ombre un point vague, peuplé de ces gens pour qui les Maheu tapaient à la veine depuis plus d'un siècle. Sa voix avait pris une sorte de peur religieuse. C'était comme s'il eût parlé d'un tabernacle inaccessible où se cachait le Dieu repu et accroupi auquel ils donnaient tous leur chair et qu'ils n'avaient jamais vu. Au moins si l'on mangeait du pain à sa suffisance, répéta pour la 3e fois Étienne sans transition à la rente. Dame, oui, si l'on mangeait toujours du pain, ce serait trop beau. Le cheval était parti. Le charretier disparut à son tour d'un pas traînard d'invalide. Près du culbuteur, le manœuvre n'avait pas bougé, ramassé en boule, enfonçant le menton entre ses genoux,
fixant sur le vide ses gros yeux éteints. Quand il eut repris son paquet, Étienne ne s'éloigna pas encore. Il sentait les rafales lui glacer le dos pendant que sa poitrine brûlait devant le grand feu. Peut-être tout de même ferait-il bien de s'adresser à la fosse. Le vieux pouvait ne pas savoir. Puis il se résignait, il accepterait n'importe quelle besogne. Où aller que devenir à travers ce pays affamé par le chômage? Laisser derrière un mur sa carcasse de chien perdu? Cependant, une hésitation le troublait, une peur du voreux au milieu de cette plaine rase, noyée sous une nuit si épaisse. À chaque bourrasque, le vent paraissait grandir comme s'il eût soufflé d'un horizon sans cesse élargi. Aucune aube ne blanchissait dans le ciel mort, les hauts fourneaux seuls flambaient ainsi que les fours à coke, ensanglantant les ténèbres sans en éclairer l'inconnu. Et le voreux au fond de son trou, avec son tassement de bête méchante, s'écrasait davantage, respirait d'une haleine plus grosse et plus longue, l'air gêné par sa digestion pénible de chair humaine.